Alors, voilà, on est parti. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler des couleurs de l'univers. Alors, couleurs parce que finalement, c'est vrai que notre monde est quelque part multicolore. Hein. On en a l'habitude, on regarde autour de nous, on voit toutes les couleurs et ça nous semble tout à fait normal. Mais j'aimerais bien, juste pour un instant, que on fasse un petit exercice. On va essayer d'imaginer que nos yeux ne voient qu'une seule couleur. Alors je vais vous donner une scène qui n'est pas astronomique du tout. Donc nous avons la campagne avec deux fermières, une suédoise et une italienne, quelques animaux, quelques bâtiments, quelques arbres. Et je vais vous demander d'imaginer la scène si on ne voit que le jaune. Donc imaginez, vous ne pourriez voir avec vos yeux que le jaune. À quoi est-ce que cette scène ressemblerait dans ce cas-là? Eh bien, dans ce cas, on aurait évidemment quelques petits changements. Alors, la suédoise, on la remarque, hein, sans trop de problèmes. L'italienne, heureusement qu'elle a mis des bijoux en or, parce que sinon on ne la voit pas. Les poussins disparaissent en grandissant. Et vous avez remarqué que nous avons un pommier qui disparaît complètement, mais si c'était un citronnier, vous auriez des citrons qui sont suspendus dans l'air, évidemment, pareil que le soleil, hein, suspendu dans un ciel noir. Alors, c'est un monde un peu particulier, mais un monde dans lequel, évidemment, en vous baladant, vous risquez de tomber sur la vache, sur la ferme. Bref, vous allez vous rendre compte, au moins avec vos mains, qu'il existe un monde qui est invisible à vos yeux. Alors, ça vous paraît peut-être un petit peu artificiel comme situation, mais ça, c'est la situation dans laquelle était l'astronomie il y a un peu moins d'un siècle, et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte, finalement, comme le dit Saint-Exupéry, que quelque part l'essentiel était invisible pour les yeux. Nous allons donc aujourd'hui parler de couleurs, et en particulier des autres couleurs, des couleurs qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et vu que ça tombe bien, j'ai des astronomes amateurs ici dans la salle, je vais vous poser une petite colle. Voilà une zone du ciel que je vous demande de reconnaître. Alors il faut trouver une grande constellation, une étoile très brillante et un objet qu'on voit quasiment tous les jours. Alors, j'attends vos propositions. Alors, la constellation, c'est Orion, donc l'étoile brillante, forcément, et l'objet qu'on voit quasiment tous les jours. Enfin, s'il n'y a pas de nuages, évidemment. Hein. La Lune, effectivement. Alors, ces deux images sont en fait deux photos du ciel de exactement la même région du ciel, mais celle-ci est prise dans ce qu'on appelle la lumière visible, hein, donc ce qu'on peut voir avec nos yeux, et celle à côté, elle est prise dans les rayons X. Et comme vous remarquez, c'est pas la même chose. Alors, la Lune, déjà, la Lune en rayon X, on ne la voit quasiment pas. Elle disparaît pratiquement. On a un faible écho, on en parlera tout à l'heure, mais il n'y a pas grand-chose en fait. Des choses comme Bételgeuse disparaissent complètement. On retrouve un tout petit peu la ceinture d'Orion, parce que les étoiles massives, en tout cas certaines, émettent des rayons X. Et quand vous avez l'impression de voir la même chose, comme par exemple ici Sirius, hein, eh bien vous ne voyez pas la même chose. Sirius, c'est un couple. Ce que vous voyez en visible, c'est Sirius A, donc l'étoile assez massive, tandis que ici, ce que vous voyez, c'est Sirius B, c'est le compagnon en fait de Sirius. Donc même quand c'est le même objet entre guillemets, ce n'est pas la même facette que vous voyez. Donc vous voyez qu'on a besoin des deux faces pour comprendre évidemment ce qui se passe dans notre univers. Si vous ne voyez que la partie visible, vous allez manquer énormément de choses dans l'univers. Bon, donc on va parler lumière, certes, mais la lumière, c'est quand même un concept un tout petit peu compliqué. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on a réfléchi à ce qu'était la lumière. Alors, on a en gros eu deux grandes interprétations. Alors, la première, c'était que la lumière était un phénomène périodique, une onde qui se répète dans le temps, dans l'espace. Et bon, on n'avait pas n'importe qui prétendait ça. Nous avions des gens comme ici Huygens, vous avez Thomas Young et Augustin Fresnel. Ils pouvaient évidemment avancer quand même un certain nombre d'arguments, et si on prend une expérience célèbre, c'est la fameuse expérience imaginée par Thomas Young, où vous avez une source lumineuse, un masque qui a deux fines fentes, et derrière un écran,
Bon, on pourrait se dire, qu'est-ce qu'on voit sur l'écran? Simplement les deux lignes éclairées, hein, la lumière qui passe par les deux trous. Ben non, en fait, ce qu'on voit, c'est une suite de franges brillantes et sombres, et ça, on ne peut l'expliquer que si la lumière est une onde. Alors je vous ai dit qu'il y avait deux interprétations, donc il y avait le camp d'en face. Le camp d'en face, c'est pas non plus n'importe qui, hein. Vous avez typiquement Newton et Einstein, qui étaient les deux gros porteurs de cette idée, où eux imaginent la lumière comme étant un flux de particules, des espèces de petites balles qui seront appelées au début du XXe siècle des photons, et évidemment eux aussi pouvaient faire des expériences pour le prouver. Si Einstein a reçu le prix Nobel, c'est justement à cause de son explication de l'effet photoélectrique, et l'effet photoélectrique, il l'explique en disant que la lumière est composée de particules. Donc vous vous rendez compte que lorsqu'on arrive ici au début du XXe siècle, on a un gros problème. On a tout un ensemble d'expériences qui prouvent que la lumière est une onde, tout un ensemble d'expériences qui prouvent que la lumière est un ensemble de particules, et qu'est-ce qu'on fait? Alors, Feynman, quand il se remémore cette partie, donc c'est un physicien quand même assez connu, lui il se disait, à cette époque-là, en gros, le lundi, le mercredi et le vendredi, la lumière était une onde, le mardi, le jeudi et le samedi, c'était un flux de particules, et le dimanche, on réfléchissait à la question. Est arrivée finalement une solution, grâce à Louis de Broglie, où finalement on arrive à une bestiole beaucoup plus compliquée qu'on appelle le corpuscule quantique, et qui quelque part, finalement, peut se montrer comme une onde ou comme une particule. Je prends souvent une analogie. Si vous prenez une personne, vous pouvez dire de cette personne qu'elle a la peau douce et les yeux bleus. Vous pouvez faire des expériences qui vont montrer que la personne a la peau douce, et qui ne vous montreront pas que la personne a les yeux bleus. Et vous pouvez faire un ensemble d'expériences qui vont vous montrer que la personne a les yeux bleus, mais qui ne vous diront rien sur la douceur de sa peau. Eh bien ça, c'est exactement la même chose, on va dire, en astronomie. Selon l'expérience que vous faites, vous allez mettre en évidence une partie ou l'autre de ce corpuscule quantique qui est beaucoup plus compliqué. Les astronomes étant des gens simples, nous, on va utiliser le truc qui est le plus facile. C'est-à-dire que vous allez m'entendre au cours de la conférence parfois parler d'ondes et parfois parler de particules, parce que c'est plus facile. Donc en gros, on va prendre le truc qui est le plus simple pour le domaine qui nous intéresse. Alors dans l'univers, il va y avoir un certain nombre de choses qui vont produire de la lumière. Et ça va être important parce que ces sources de lumière-là vont expliquer pourquoi on émet telle ou telle couleur particulière. La première idée, évidemment, pour produire de la lumière, c'est tout simplement de chauffer. Vous connaissez bien cette idée, hein, c'est ce qu'on appelle le corps noir. Vous prenez quelque chose, vous le chauffez, il va émettre de la lumière, et il faut retenir ici une règle qui est très importante, c'est que c'est le contraire des robinets. C'est-à-dire que quand la lumière est rouge, ça indique quelque chose de froid, et quand la lumière est bleue, ça indique quelque chose de chaud. Bon, alors entendons-nous sur le concept de chaud et de froid. Hein. Le froid, pour un astronome, ça va être 3000 degrés, hein, et le chaud va être typiquement 10 000. Ça va? Ça vous donne un peu une idée de ce qu'on entend par ces deux cas-là. C'est pas la seule façon de produire la lumière, c'est peut-être la plus connue, mais pas la seule. On peut également avoir des particules chargées qui se baladent dans des champs magnétiques ou des champs électriques. Et dans les deux cas, en fait, ça va émettre un rayonnement, ça va émettre de la lumière, avec des noms un peu plus folkloriques, hein, le rayonnement synchrotron, le Bremsstrahlung. Mais bon, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il vous faut un champ électrique ou magnétique pour avoir ce genre de rayonnement. Alors, autre chose aussi très important, parce que ça va nous donner beaucoup plus d'informations, c'est quand on va analyser la lumière. Ce dont je viens de vous parler, ça va produire de la lumière sur une large gamme de couleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des signatures qui sont très précises. Et pour ça, tout simplement, on prend la lumière d'une étoile, vous la dispersez. Alors on peut faire ça avec des gouttes de pluie, ça fait un arc-en-ciel. On peut faire ça avec des prises, des réseaux. Enfin, on a plein aujourd'hui d'appareils qui permettent de le faire. Et au final, vous vous retrouvez avec un arc-en-ciel qu'on appelle spectre, et voilà par exemple le spectre du Soleil, où vous avez, ça ressemble un peu à un code barre, hein, il y a des petites lignes partout, et chaque ligne, ça correspond à un et un seul élément chimique dans un et un seul état physique. Alors,
ça vous permet de savoir que si vous lisez le code barre, vous allez avoir des informations sur la température, la composition des étoiles, la pression, enfin énormément d'informations. Donc les raies sont beaucoup plus intéressantes généralement que les gros rayonnements continus. Alors comment est-ce qu'on peut avoir des raies ? Alors, c'est quelque chose d'assez simple, je vais vous faire cours de physique en accéléré. Vous prenez la matière qui est composée d'atomes. Les atomes ont typiquement un noyau et des électrons. Ces électrons ne vont pas se mettre sur n'importe quelle orbite. Ils ont un certain nombre d'orbites. L'orbite la plus basse, celle qui est la plus proche du noyau, on va l'appeler l'orbite fondamentale. D'habitude, les électrons s'y trouvent, tant qu'il ne se passe rien grand-chose. Et puis on peut leur donner un petit peu d'énergie. Et là, les électrons vont passer dans ce qu'on appelle un état excité. Alors, forcément, s'ils ont absorbé un petit peu d'énergie, et en particulier un petit peu de lumière, ça veut dire que si vous observez ce phénomène-là, il va manquer un petit peu de lumière. Eh bien, c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des raies qui sont noires ici, tout simplement parce qu'il y a un déficit de lumière. Maintenant, vous êtes tous adultes ici, les états excités ne durent jamais très longtemps, je crois que tout le monde le sait, donc au bout d'un moment, l'électron va gentiment redescendre sur son état fondamental, et il va à ce moment-là réémettre en fait l'énergie qui lui a été donnée. À ce moment-là, si on observe ce phénomène-là, notamment dans mes étoiles, c'est assez courant, on se retrouve non pas avec une raie ici qui soit sombre, mais plutôt une raie brillante, une raie en émission. Donc on peut observer les deux processus dans l'univers selon, évidemment, les cas physiques rencontrés. Ce genre de choses, vous allez voir, on va rencontrer un certain nombre de fois au cours de la journée. Alors, en plus de ça, cette lumière peut être modifiée. Entre le moment où elle est émise et nous, il peut se passer des trucs. Par exemple, il peut se passer que, évidemment, la source qui émet la lumière, cette source qui émet la lumière, eh bien, elle peut ne pas être stationnaire, mais bouger par rapport à nous. Et dans ce cas-là, on va avoir évidemment un effet Doppler. Vous le connaissez en version sonore, c'est quand une voiture vous passe devant, une ambulance, vous avez le nion. Ici, c'est la même chose, ça fait ni quand ça s'approche, c'est-à-dire que ça devient plus bleu, et ça fait on quand ça s'éloigne, c'est-à-dire que la lumière devient plus rouge. Donc on a des décalages, notamment de ce fameux code barre vers le rouge ou vers le bleu. Et puis d'autre part, l'univers est un endroit où il y a énormément de choses, et donc vous pouvez avoir des échanges. Par exemple, imaginez que vous ayez un électron qui est extrêmement rapide, et à côté vous avez de la lumière un petit peu raplapla, qui n'est pas très énergétique, et qui rencontre l'électron rapide, et l'univers est solidaire, l'électron rapide va donner un petit peu de son énergie au photon, et du coup, vous allez avoir l'électron qui va évidemment aller moins vite, et en plus, vous allez avoir le photon qui, lui, va avoir une énergie plus élevée, donc il va changer de couleur. On peut avoir l'inverse, un photon très énergétique qui rencontre une particule qui est un peu raplapla, et dans ce cas-là, c'est la particule qui s'accélère et le photon qui change d'énergie. Donc vous avez des échanges comme ça d'énergie qui font que entre le moment où la lumière est émise et le moment où on le reçoit ici sur Terre, il va y avoir des changements, mais ces changements ont un sens et nous permettent d'avoir des informations, évidemment, sur tout ce qui s'est passé, soit localement, soit entre la source et nous. Alors, je crois que vous avez compris que je ne vais pas trop vous parler de lumière visible aujourd'hui. On va parler plutôt des lumières invisibles. Alors ici, on a énormément exagéré l'importance de la lumière visible dans le spectre. En dessous de la lumière visible, dans les basses énergies, nous avons les ondes radio qui comprennent les micro-ondes et l'infrarouge. Vous avez du côté haute énergie, l'ultraviolet, les rayons X et les rayons gamma. Donc ce que je vais faire, c'est évidemment vous parler de toutes ces couleurs différentes, de ce qu'on peut y trouver. Je précise quand même une chose, c'est que si je vous ai dit que c'était il y a un peu moins d'un siècle, qu'on était complètement bloqué, on ne voyait qu'une seule couleur, entre guillemets, c'est parce que l'atmosphère, notre atmosphère, nous empêche de voir la majorité des autres rayonnements. Et donc il a fallu
de pouvoir aller au-delà de l'atmosphère pour pouvoir avoir accès à ces autres lumières. Donc la date n'était pas évidemment choisie au hasard, c'est au sortir de la Seconde Guerre mondiale où on a commencé à avoir des fusées-sondes et puis petit à petit les premiers satellites pour justement pouvoir dépasser un petit peu cette couche qui est très pratique évidemment pour les humains, parce que c'est vrai que les rayonnements de hautes énergies c'est pas très bon pour nous, hein, soyons clairs, mais d'un autre côté, c'est vrai que pour l'astronome, c'est embêtant. Et donc voilà, on n'avait pas le choix, il fallait pouvoir aller au-dessus. Alors je préciserai également que je vais vous montrer un peu tout un ensemble de photos. Il y en a qui viennent d'observatoires américains, mais il faut préciser aussi qu'il y a énormément d'observatoires européens. Vous voyez ici l'ensemble du spectre et vous avez l'émission ici uniquement Agence spatiale européenne. Donc vous avez ici les missions passées, vous avez ici les missions en cours et là les missions qui sont en développement ou enfin lancé. Hein, ils ont oublié de changer la position de James Webb, qui est enfin parti. Mais bon, sinon, vous voyez qu'on couvre vraiment un peu tout. Et il y a des mentions spéciales. Hein, je travaille beaucoup sur ce télescope spatial-là, XMM Newton. Ça fait 23 ans qu'il est en l'air. 23 ans qui fonctionne, et c'est un des plus productifs de l'Agence spatiale européenne. On n'entend jamais parler, hein. Je sais bien, mais je vous assure qu'au niveau scientifique, ça a été vraiment une révolution quoi, pour son domaine. Voilà. Donc je vais vous proposer d'abord un petit panorama de chaque zone du spectre. Alors on va commencer par les basses énergies, donc on va commencer par les ondes radio. Alors les ondes radio, la façon dont on les a détectées, imaginées, c'est venu en fait d'expériences qui ont été faites en électricité et en magnétisme. Et au 19e siècle, on a commencé à se rendre compte que ces expériences étaient quand même vachement similaires. C'est-à-dire que les lois qu'on pouvait sortir sur le champ électrique ou sur le champ magnétique, globalement, ça se ressemblait quand même vachement. Et donc, il y a des savants qui ont essayé d'imaginer une façon de mettre tout ça ensemble. Et un de ceux-là, c'est James Maxwell, qui a utilisé un modèle un petit peu folklorique, hein, soyons clairs, mais c'était une expérience par la pensée. Il a trouvé un moyen de réconcilier tous les phénomènes électriques connus et tous les phénomènes magnétiques connus dans 4 équations, les fameuses 4 équations de Maxwell. Et si vous triturez un petit peu les équations de Maxwell, il se fait qu'elles prédisent l'existence d'un rayonnement électromagnétique, dont la vitesse ne dépend que des propriétés électriques et magnétiques. Et quand vous faites le calcul, ça correspond à 300 000 km par seconde. Alors à l'époque, on connaissait la vitesse de la lumière, on savait déjà que c'était 300 000 km par seconde, et Maxwell décide, et j'insiste, c'est une décision, il n'a pas de preuve à l'époque, mais c'est une décision, il décide que ce rayonnement électromagnétique, c'est la lumière. Évidemment, dans ces équations, cette lumière peut exister avec n'importe quelle longueur d'onde. Absolument n'importe quelle longueur d'onde. Bon, pourquoi pas ? Je vous avoue qu'à l'époque, c'est surtout le côté électrique-magnétique qui a surtout eu du succès. Hein. Bon, l'histoire du rayonnement, il y en a bien 2-3 qui ont commencé à regarder, mais trouvaient rien de spécial, donc ils ont laissé tomber, ils sont concentrés sur tout ce qui était électrique et magnétique. Et puis, à la fin du 19e, en 1888, on a un Allemand, Heinrich Hertz, qui était en train de travailler avec un appareil qui faisait des étincelles. On étudiait les étincelles pas mal, hein, et donc il avait un appareil sur sa table, et il avait un appareil absolument identique dans son armoire. Et curieusement, un jour, il a commencé à faire pas mal d'étincelles avec son appareil sur sa table, et il a remarqué que l'eau, celui qui était dans l'armoire, s'est mis à faire des étincelles aussi, alors qu'il n'était connecté à rien. Il a quand même trouvé ça bizarre, il a un petit peu analysé, et puis il s'est rendu compte que la seule solution pour expliquer ça, c'est qu'il y avait quelque chose qui passait de sa table à son armoire, et l'information pouvait très facilement être expliquée si c'était un rayonnement électromagnétique qui passait de l'un à l'autre. Il venait donc de découvrir un rayonnement invisible, mais qui passait bien. C'était la première détection d'ondes radio. Il faut bien avouer que ce qu'en a retenu le monde, c'était qu'on pouvait envoyer l'information d'un point A à un point B sans fil.
On n'avait donc pas besoin des câbles du télégraphe ou des trucs comme ça, on pouvait simplement envoyer l'information de manière électrique. Évidemment, révolution pour les télécoms, super, ça marche très bien. Jusque-là, vous remarquerez que je n'ai pas parlé d'astronomie. Bah oui, on a fait des télécoms. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a commencé à faire de l'astronomie. Un ingénieur qui était tout fraîchement diplômé, qui s'appelait Karl Jansky, a été engagé par les laboratoires Bell, donc célèbre entreprise de télécom, et on savait très bien comment discuter, je vais dire, à l'intérieur de l'Europe ou à l'intérieur des États-Unis avec ce nouveau système, mais on avait un peu peur de faire des communications transatlantiques. Pourquoi ? Parce qu'on savait que dans les tropiques, il y avait énormément d'orages. Les orages, ça envoie des signaux, évidemment, électromagnétiques qui brouillent. Et donc on se disait, le signal, on n'arrivera jamais à le capter d'un côté à l'autre parce que ça va être brouillé. Mais bon, on aurait quand même bien voulu le faire, et donc on a dit à Jansky, bon écoute, tu nous vérifies si c'est possible. Et donc Jansky a construit une antenne. Donc vous avez ici l'antenne, ce sont des fils comme ça, et vous remarquez qu'il y a des roues parce que son idée à Jansky, c'est de faire tourner son truc. Et donc il fait tourner bien gentiment son antenne, c'est pour ça que ça s'appelle le carrousel de Jansky. Et Jansky, très rapidement, se rend compte que les orages, on s'en fout. Donc les communications transatlantiques sont possibles, et donc globalement, tout va très bien. Tout va très bien au niveau des télécoms, sauf qu'il a un petit bruit. Et ça, c'est toujours le problème en radio. Quand il commence à faire des trucs, il y a toujours un petit bruit qui ressort. Et là, il a un petit bruit qui est toujours dans la même direction. Et alors au début, c'est à peu près la direction du Soleil. Donc il se dit, oh, le Soleil émet des ondes radio. Mais au fil des mois, son petit bruit se décale par rapport au Soleil. Là, il se demande, lui, il n'a jamais fait d'astronomie, il ne sait pas à quoi ça correspond, il se pose des questions. Il va faire ça pendant des mois, jusqu'au moment où les laboratoires Bell vont se rendre compte qu'il fait autre chose que le boulot pour lequel il était censé travailler, et qu'ils vont lui dire, bon, mon gars, c'est bien gentil ce que tu fais, mais s'il te plaît, tu vas faire autre chose. Il a juste le temps d'annoncer un peu ce qu'il a trouvé, et ce qu'il a trouvé, c'était que la direction en question, c'était la direction de la Voie lactée. Et principalement du cœur de la Voie lactée. Donc ce qu'il avait détecté, c'était les ondes radio de la Voie lactée. Bon, Jansky est obligé de passer à autre chose, et donc son petit bruit, voilà, il reste là. Les astronomes ne sont pas du tout au courant, les astronomes ne s'en préoccupent pas. Mais un autre ingénieur, qui s'appelle Grote Reber, ingénieur aussi américain, va se dire, tiens, c'est amusant, si il y a une émission radio, moi j'aimerais bien en faire des cartes, pour voir à quoi ça ressemble. Et donc, le gars, lui, il ne va pas travailler pendant ses heures de bureau, il va, pendant ses heures de loisirs, construire au fond de son jardin une antenne. Un radiotélescope, relativement classique. Vous remarquerez la taille des arbres, c'est quand même pas une petite installation. Et donc, le gars va commencer à faire des cartes. Alors, il est installé en Illinois, pas très loin de Chicago, et il finit par se dire, bon, c'est bien tout ça, mais il faudrait quand même que je connaisse un petit peu d'astronomie pour pouvoir interpréter ce qui se passe là. Et donc il va prendre des cours d'astronomie, et puis au bout d'un certain temps, il se dit, peut-être que finalement mes cartes, ça intéresserait les astronomes. Il faudrait donc les publier. Or, à Chicago, on publie l'Astrophysical Journal à l'université de Chicago, et donc il va voir le rédacteur en chef, et il dit, bonjour monsieur, je suis en train de faire des cartes de la Voie lactée en ondes radio, j'aimerais bien les publier chez vous. Alors bon, vous imaginez la tête du gars, de l'astronome qui... Il y a un gars qui vient lui dire, un gars qui n'est pas astronome, qui vient lui dire qu'il est en train de faire des trucs en ondes radio, on n'en a jamais entendu parler, et en plus, il dit qu'il fait des cartes, enfin ça a l'air d'être absolument n'importe quoi, mais il est suffisamment convaincant pour au moins se dire, ok, on va faire une délégation qui va aller voir le matériel. Et donc il fait une délégation avec quelques profs de l'UNIF pour aller voir la fameuse antenne, puisque le gars prétend avoir fait une antenne dans le fond de son jardin. Alors, il faut que vous sachiez que Grote Reber, il était célibataire, il habitait avec sa maman. Et ça a de l'importance parce que quand la délégation des grands messieurs de Chicago est arrivée au fond du jardin, en fait, c'était le jour de la lessive. Et la maman de Grote Reber, pour faire sécher son linge, prenait un fil qu'elle attachait d'un côté à la maison et de l'autre côté à l'antenne.
Donc, du coup, évidemment, pas question de bouger l'antenne pour faire une démonstration que le matériel fonctionne, puisque il fallait d'abord que le linge sèche. Ils ont été quand même suffisamment convaincus pour revenir, voir le matériel en fonctionnement et finalement publier les cartes juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Ça commence évidemment, enfin ça commençait bien, mais Seconde Guerre mondiale, et là évidemment, patatras, on n'a plus le temps de faire de l'astronomie. Néanmoins, pendant la Seconde Guerre mondiale, on va terriblement développer les techniques radar. Or, les techniques radar, les techniques radio, c'est pratiquement les mêmes, simplement, il faut juste que vous changiez l'orientation de l'antenne. Et c'est à ce moment-là, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'on va détecter l'émission radio du Soleil. Alors, il faut savoir que pendant les travaux de Jansky, s'il n'a pas détecté le Soleil, c'est tout simplement qu'on était à un minimum d'activité solaire. Sinon, la première chose qu'on découvre dans le ciel radio, c'est évidemment le Soleil. En fait, on l'a détecté de manière un peu particulière. Il se fait que les Anglais avaient toute une ligne de radars le long de la Manche. Et ces radars permettaient évidemment de savoir si l'armée allemande débarquait en avion. Et donc il fallait à ce moment-là, on sonnait l'alarme à Londres, tout le monde rentrait dans les caves et on attendait la fin du bombardement. Alors du coup, on a eu plusieurs fois où on a eu un brouillage des radars, ils se sont dit les Allemands attaquent, ok, on dit à Londres, les gens dans les caves, et puis il ne se passe rien. Et notamment une fois où c'était vraiment très fort, et le responsable radar était un astronome. Et le gars a fini par se dire, bon, quand on vise la France à partir de l'Angleterre, c'est vers le sud, il n'y a pas que la France dans cette direction-là, il y a aussi le Soleil. Et donc il a téléphoné à Greenwich pour savoir un petit peu ce qui se passait, et ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait eu une éruption depuis une tache solaire, en fait, quelques jours avant, et c'était ça, en fait, qui expliquait les ondes radio. C'est également pendant la Seconde Guerre mondiale que les Hollandais ont réfléchi à l'existence d'une raie dans le domaine radio. Alors cette fois-ci, ce n'est pas l'électron qui change d'orbite, mais c'est tout simplement, si vous prenez l'atome d'hydrogène, vous avez un proton et un électron, soit les deux tournent dans le même sens, soit ils tournent dans des sens opposés. Et le passage d'un état à l'autre, il y a une légère différence d'énergie. Et ça vous donne en fait une onde radio avec la longueur d'onde de 21 cm. C'est une raie extrêmement connue, la raie 21 cm de l'hydrogène. Les Hollandais l'ont trouvée théoriquement. Et après la fin de la guerre, ils ont voulu évidemment détecter cette raie. Alors, ils étaient pratiquement persuadés que on la détecterait très difficilement. Pourquoi ? Parce que l'hydrogène, il vous faut ici de l'hydrogène neutre. Or, la plupart du temps, l'hydrogène est dans les étoiles, et s'il est dans les étoiles, il est ionisé. Donc, on se disait, c'est gentil cette raie-là, mais ça ne va pas servir à grand-chose. Et c'est finalement les Hollandais ont été battus par un Américain qui, lui, faisait sa thèse le soir et le week-end, et que vous voyez ici, à côté de son antenne, une espèce de cornet de frites comme ça. Alors, c'est ce qu'on appelle un guide d'onde, ça marche très bien pour les ondes radio. Seul petit problème, c'est que c'est aussi un magnifique entonnoir pour la pluie. Or, vous avez un labo d'électronique derrière, c'est pas pratique. Et d'autre part, c'est aussi un magnifique panier de basket pour les étudiants, parce qu'ils faisaient ça sur le campus, et les étudiants, pendant l'hiver, adoraient jeter des boules de neige dans le truc. Donc ça n'a pas été facile, sa thèse, mais il a fini quand même par détecter quelque chose, et là on a quand même eu une surprise, c'est que finalement il y avait pas mal d'hydrogène neutre dans notre univers. Alors vous avez ici une image d'une galaxie, prise dans cette raie à 21 cm. Alors vous remarquerez que vous ne voyez aucune étoile. C'est normal. Je rappelle, l'hydrogène est ionisé dans les étoiles, donc vous ne pouvez pas le voir. Par contre, vous voyez des trous. Ça ressemble un peu à de l'Emmental. C'est normal. C'est là que se trouvent les étoiles, c'est dans les trous. Parce qu'évidemment, les étoiles vont ioniser leur environnement, et donc vous avez de l'hydrogène neutre, des nuages neutres, entre ces zones où il y a des étoiles. Alors après, il y a la question de la couleur. Alors cette couleur ici, elle reflète l'effet Doppler, c'est-à-dire que la partie bleue vient vers vous, et la partie rouge rentre dans l'écran, et donc vous êtes en train de voir la galaxie en train de tourner. D'accord ? Alors, quand je dis qu'il y a beaucoup d'hydrogène neutre, soyons quand même un petit peu raisonnables.
si je prends 1 cm3 d'air de cette salle, il y a 20 millions de particules dans ce centimètre cube. Dans les bons jours, ce genre de matière interstellaire, c'est 10 particules par centimètre cube. C'est plus vide que le meilleur des vides qu'on peut faire sur Terre. Pour un astronome, c'est dense. Voilà, ça vous donne un peu une idée. Hein, voilà, je vous ai dit tout à l'heure, avec les températures, le chaud et le froid, c'est un petit peu différent. Vous voyez, le dense et le ténu, c'est pareil pour les astronomes. C'est un petit peu différent du grand public. Mais bon. Alors, il y a encore un autre petit bruit intéressant qui a été trouvé un petit peu après. On est ici dans les années 60. Et il y avait une étudiante qui s'appelait Jocelyn Bell et dont le patron avait donné comme, on va dire comme mot d'ordre, d'abord de construire une antenne radio. Alors, vous voyez l'antenne radio derrière elle. L'antenne radio, c'est le fil qui pend au piquet. Hein. Ce n'est pas les piquets, c'est le fil qui pend au piquet. Ça couvre 2 cours de tennis. Elle savait très bien manier le maillet à la fin de la première année de thèse. Et évidemment, bon, c'est un radiotélescope qui ne bouge pas, hein, soyons clairs, il regarde juste ce qui passe au-dessus. Et donc, elle était censée, avec ça, étudier des machins qu'on venait de trouver, des quasars. Ok, bon, elle commence à travailler, elle repère les parasites, elle repère les quasars, et puis elle a une saleté, comme elle dit, un truc supplémentaire, qui a en fait un signal très régulier. Signal très régulier qu'elle estime être naturel, mais que son patron pense artificiel, d'abord d'origine humaine, un parasite qu'elle n'aurait pas éliminé, il vérifie, c'est pas un parasite. Et puis il a évidemment une idée géniale, c'est qu'il s'agit d'une source LGM pour Little Green Men, petit homme vert, donc une communication par un extraterrestre. Sauf qu'elle n'en est pas persuadée, et elle va lui montrer qu'en fait, elle n'a pas qu'une seule saleté, elle en a plusieurs dans l'univers, et donc une civilisation extraterrestre qui vous contacte, certes, 4 ou 5 en même temps de la même façon, ça paraît quand même un petit peu moins probable. Donc, voilà, il publie, et ça sera un des chapitres de l'annexe de sa thèse, c'est la découverte, en fait, des pulsars qu'elle ne pourra pas continuer à travailler là-dessus, mais on a fini par comprendre que c'était effectivement ce qu'elle pensait, tout à fait naturel. Il s'agit de cadavres d'étoiles massives qui se comportent comme des phares. Et donc, à chaque tour qu'ils font sur eux-mêmes, le faisceau de lumière qu'ils envoient intercepte la Terre, et on a comme ça un signal extrêmement régulier, simplement parce que ça tourne. Pour la petite histoire, ça a valu un Nobel au patron. Passons sur les détails. Je vais juste vous montrer un exemple de pulsar qui se trouve dans la nébuleuse du Crabe. Alors, s'il veut bien se lancer. Allez, mon petit. Ah, voilà. Voilà. J'y suis plus. Vous voyez qu'on le voit très très bien, hein, ce pulsar. Le fait qu'il soit au cœur de la nébuleuse du Crabe a été très important pour comprendre ce qu'étaient les pulsars, puisque cette nébuleuse du Crabe, on l'a vu exploser en 1054, hein, donc on savait qu'il s'agissait d'un résidu de supernova, et donc ici, le fait qu'il s'agisse d'un cadavre d'étoiles massives était assez clair, quoi. Dernier petit bruit découvert également dans les années 60, c'est le bruit de fond cosmologique. Alors, ça a été l'œuvre de 2 astronomes que vous voyez ici, Penzias et Wilson. Penzias et Wilson étaient des astronomes qui n'avaient pas trouvé de poste en astronomie et qui s'étaient reconvertis. Ils avaient quitté le domaine, ils étaient partis et ils avaient postulé chez les laboratoires Bell. Les fameux laboratoires Bell. Alors, les laboratoires Bell avaient déjà eu Jansky. Alors ici, en plus des astronomes, ils se disent « Ouh là 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 ». Donc, ils se disent « Bon, on va leur donner un petit matériel pour jouer, hein, de temps en temps, un petit peu de temps. Comme ça, ils ne nous emmerderont pas, ils feront leur boulot tranquille. » Et donc, ils leur donnent une antenne qui avait servi, cette fois-ci, à vérifier que les communications par satellite étaient possibles. Ça avait montré, ça marchait, ok, tout va bien, on passe à autre chose, et voilà. Et donc cette antenne avait été inutilisée pendant longtemps, et puis les 2 gars se disent, bon, pourquoi pas, hein, bon, allez, on y va. Ils décident évidemment de se mettre dans une zone où normalement rien n'émet dans l'univers, donc ils se disent, super, on va calibrer le truc, hein, c'est la première chose que vous faites avec un instrument, vous le calibrez. Et donc, bon, l'électronique n'était pas terrible, ils allument, ils ont
ils ont un signal, ils se disent, bon ok, on remplace l'électronique parce que c'est des vieux machins, on remplace l'électronique, ils allument, ils ont toujours un petit bruit. Ils sortent, et ils voient que dans l'antenne se sont installés des pigeons. Ok, ils attrapent les pigeons, ils les mettent dans une boîte, ils les envoient à un laboratoire Bell qui se trouve à 100 km de là, le laboratoire Bell en question ouvre la boîte, des pigeons, il les relâche, que font les pigeons? Ils reviennent. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais Wilson dit qu'ils ont été empêchés de récidiver par des moyens définitifs. Je cite. Et donc, après le barbecue, ils se sont rendus compte que les pigeons avaient laissé, je cite toujours Wilson, une matière blanche diélectrique sur l'antenne. Ils ont donc commencé à nettoyer l'antenne. Et puis, une fois que c'était bien nettoyé, ils avaient changé l'électronique, ils avaient tout nettoyé, ils n'avaient plus les pigeons, ils y rallument, il y a toujours un petit bruit. Donc là, les deux gars complètement déprimés, vous pensez bien. Et bon, là, ils ne savaient pas quoi faire. Et un des deux, celui-ci, Penzias, téléphone un jour à des copains qui, eux, étaient restés en astronomie. Et bon, ils parlent pas de choses et d'autres. Et puis, malheureusement, son collègue lui demande « Et toi, comment ça va ?» Et alors là, le gars commence à lui raconter les pigeons, le guano, enfin, tout le truc, le petit bruit. Et il y a son collègue qui lui dit « C'est bizarre, on a eu un séminaire la semaine passée. Et on a justement des collègues qui prédisent un petit bruit radio à cette longueur d'onde-là. » Ah. Et donc, évidemment, on fait la connexion entre les théoriciens et les deux gars, et ils comprennent qu'en fait, ce qu'ils ont détecté, c'est de la lumière qui a été émise 380 000 ans après le Big Bang. Et cette lumière, eh bien, elle a été étirée par l'expansion de l'univers, et aujourd'hui, on peut la détecter dans le domaine radio. Aujourd'hui, on la détecte évidemment en détail, on l'analyse en détail. Vous avez ici une image faite par WMAP, vous avez le même genre par Planck. On peut déterminer les grumeaux, vous avez une espèce de photo du bébé univers. Donc c'est un bruit qui est extrêmement important et qui d'ailleurs a valu un prix Nobel à Penzias et Wilson. Cette fois-ci, c'est vraiment eux qui l'ont eu. Pas les théoriciens, parce que figurez-vous qu'en fait, la prédiction de ce bruit de fond avait été faite quelques années auparavant et on l'avait oublié. Et comme les autres, le principal chercheur était décédé, on ne peut pas donner le prix Nobel quand on est mort, donc on avait décidé de récompenser cette fois-ci uniquement les observateurs. Et je terminerai en disant que si vous voulez voir une antenne qui est similaire à celle-ci, pour ceux qui vont en Bretagne, à Pleumeur-Baudou, ils ont exactement le jumeau en fait, de cette antenne-là, antenne qui n'existe plus aux États-Unis. Donc voilà, donc si vous voulez voir en vrai ce que ça donne, c'est à Pleumeur-Baudou que vous la verrez. Et c'est impressionnant, hein, c'est grand. C'est très très grand. Ça a l'air petit comme ça derrière eux, mais ils sont loin devant. Hein. Alors je vous rassure, je ne vais pas passer autant de temps sur les autres couleurs, mais ici, pour le radio, j'avoue, il y a quand même des trucs un peu rigolos, donc je voulais passer un petit peu plus de temps. Je vais passer donc à la suivante. La suivante, c'est l'infrarouge. Et l'infrarouge a été détecté par un astronome, en fait, qui s'appelle William Herschel, que vous connaissez certainement pour sa découverte d'Uranus. Donc William Herschel, c'est quelqu'un qui a étudié beaucoup les étoiles, les nébuleuses, mais qui étudiait également le Soleil. Alors, chose à ne jamais faire, hein, il regardait le Soleil à travers son télescope, à travers des filtres colorés à l'oculaire. Je répète, ne jamais le faire. Hein. Et le gars avait l'impression que son œil chauffait plus quand il mettait un filtre rouge. D'accord ? Oui, Herschel et la sécurité, c'était pas vraiment son truc, hein, mais bon. Et du coup, il s'est dit, bah, tiens, je vais faire une expérience qui est finalement relativement simple à faire. Vous prenez un prisme, vous décomposez la lumière solaire, et vous venez mettre des thermomètres dans l'arc-en-ciel. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais il a mis évidemment dans le bleu, dans le jaune, dans le rouge, la température augmentait, il était content, et puis il a mis son thermomètre au-delà du rouge. Pourquoi, on ne sait pas. Il l'a mis au-delà du rouge, et là, il a eu la température la plus élevée. Donc il y avait quelque chose qu'il ne voyait pas, mais qui était là. Et donc, du coup, bah, le brave Herschel s'est dit, bah, il doit y avoir de la lumière invisible à l'œil, qui se trouve donc au-delà du rouge, et qui, quelques années plus tard, a été baptisée infrarouge. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un rayonnement thermique. Plus c'est chaud, plus, en fait, on le voit. Donc, par exemple, si vous n'avez pas envie d'aller mettre un petit thermomètre avec votre petite mimine juste à côté, dans un geyser genre Yellowstone,
Hein. Je ne vous conseille pas de le faire, c'est très mauvais pour les mains. Vous prenez une petite photo de loin en infrarouge. Alors c'est une photo ici où les couleurs indiquent la quantité de rayonnement. Donc plus c'est blanc, plus il va y avoir de rayonnement infrarouge, donc plus c'est chaud. Et quand c'est bleu, ça veut dire qu'il y a très peu de rayonnement et donc c'est beaucoup plus froid. Donc ici vous avez évidemment une carte des températures sans devoir aller mettre le thermomètre directement dedans. Ça marche également pour repérer les animaux à sang chaud et à sang froid. Hein. Je crois que la différence est assez bien visible. Et même quand on a un animal à sang chaud qui se cache, l'infrarouge permet de le récupérer très facilement. Ce qui nous dit quelque chose d'important, c'est que, évidemment, l'infrarouge est une magnifique opportunité pour le côté militaire. On va avoir énormément de détecteurs infrarouges qui vont être faits pour détecter des missiles qui débarquent ou des gens qui se cachent. Et donc, évidemment, les astronomes sont à côté, hein, et ils attendent que les militaires déclassifient leur petit détecteur, parce que forcément, une fois qu'il est déclassifié, on peut l'utiliser pour faire quelque chose de sympa. Aujourd'hui, évidemment, on utilise l'infrarouge un peu tout le temps, non seulement pour des questions de sécurité, mais vous avez également pour, par exemple, faire des cartes des températures océaniques. Ici, c'est une image de la navette spatiale hein, qui rentre sans exploser pour une fois. Et donc, vous voyez ici les contraintes thermiques, hein, juste à l'arrivée. Ça donne évidemment un certain nombre d'informations intéressantes pour les ingénieurs. Je précise quand même une chose, c'est que si nous ne voyons pas l'infrarouge, certains animaux peuvent les voir, notamment certains serpents et les moustiques. Ce qui vous explique pourquoi, quand c'est l'été et que vous avez un moustique dans votre chambre, ça ne sert strictement à rien de vous cacher sous le drap. Il sait où vous êtes. La seule façon de le tromper, c'est d'aller dans votre baignoire, de mettre des glaçons dans la baignoire et de vous glisser dedans. Là, il ne vous retrouvera pas, mais par contre, pour dormir, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Alors, en astronomie, on va donc détecter, je vous ai dit, c'est un rayonnement thermique, donc on va trouver des objets qui sont chauds, mais pas assez chauds pour émettre de la lumière visible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple des planètes. Les planètes ne sont pas au zéro absolu, donc on les voit en infrarouge. Et les bébés étoiles, elles ne sont pas encore des étoiles, elles sont juste avant. Et par exemple, ici, vous avez une zone visible, hein, donc voilà, on voit un nuage noir, et cette zone, c'est la zone ici carrée, en infrarouge, et vous voyez une étoile un peu rougeâtre, c'est en fait un bébé étoile qui est en train de naître dans ce nuage noir. Donc on va pouvoir comme ça détecter très facilement des bébés étoiles. D'autre part, quand on est en infrarouge proche, on peut voir derrière les poussières, ce qui est vachement pratique pour voir par exemple le centre galactique, voir dans Orion toutes les étoiles en train de naître, ou alors je vais vous lancer ceci. C'est aussi un autre prix Nobel ici, c'est le centre galactique, ça vous montre ici au fil du temps le mouvement des étoiles autour du centre de notre galaxie, centre qui n'émet pas de lumière, donc on ne voit pas, mais grâce au mouvement de ces étoiles, on peut déterminer qu'il s'agit de quelque chose qui a 3 millions de fois la masse du Soleil. On est ici dans une zone très petite, ça n'émet pas de lumière. La seule possibilité pour expliquer ça, c'est un trou noir supermassif. Donc les images que vous venez de voir, c'est la meilleure preuve qu'il existe un trou noir supermassif en fait au centre de notre galaxie. Et je vous l'ai dit, ça a valu un prix Nobel il y a quelques années. Alors l'astronomie infrarouge, on peut comme ça faire des choses assez amusantes. Vous avez par exemple ici une zone en visible. On va passer en infrarouge proche. Vous allez voir, ça va devenir transparent. Voilà, hop, paf. On est en infrarouge proche, et puis si vous allez dans l'infrarouge lointain, vous allez avoir cette zone, ce nuage noir, en fait il était noir parce qu'il était très froid, et donc vous allez le voir en infrarouge lointain, parce qu'il n'est quand même pas au zéro absolu. Et on peut faire pareil, évidemment, pour, ici c'est voilà, le centre de notre galaxie, ou le plan, enfin d'abord le plan galactique et puis le centre. Donc vous êtes d'abord en visible, là vous êtes en infrarouge proche, donc vous voyez vraiment, on passe à travers, et puis vous allez plus loin, et là vous allez voir les choses qui sont à quelques dizaines, voire ou aller quelques centaines de fois centaines de degrés au-dessus du zéro absolu. Donc ça va vous permettre d'observer toute la matière interstellaire qui est en train de former des étoiles ou qui formera des étoiles dans le futur. Ça peut donner des trucs très jolis. Hein. Voilà, ça, ce sont des images qui ont été faites par Herschel, par exemple.
Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous êtes dans l'infrarouge, et encore plus dans le radio, vous commencez à avoir des raies, mais cette fois-ci des raies associées à des molécules. Et donc les molécules, par exemple, ici, vous avez des trucs pas sympas, du genre cyanure d'hydrogène, c'est pas très drôle, mais par contre, ou dioxyde de soufre, c'est pas sympa non plus, mais vous avez de l'eau, par exemple, monoxyde de carbone, enfin bon, c'est là qu'on va pouvoir justement voir ce genre de choses. Alors ici, c'est les molécules de la nébuleuse Orion, mais on peut faire la même chose, évidemment, et le James Webb est en train de le faire, pour les atmosphères d'exoplanètes, et détecter comme ça la composition des atmosphères. Alors je vais faire un grand saut au-dessus du rayonnement visible, on l'oublie, et on arrive dans l'ultraviolet. Alors l'ultraviolet, on l'a détecté parce qu'on a détecté l'infrarouge. Les gens aimaient bien la symétrie dans le temps. Alors on avait détecté un truc qui se trouvait au-delà du rouge, il fallait qu'il y ait un truc au-delà du bleu. Alors comment le détecter? Alors c'est un peu particulier, on l'a détecté 2 fois. Et de la même façon, mais de manière totalement indépendante. Le premier qu'il a détecté, c'est Ritter, qui est ici. Ce qu'il a fait, c'est une expérience chimique. Il a pris des sels d'argent, enfin une solution de sels d'argent, et il l'a exposé à la lumière, et les sels d'argent précipitent. Alors il l'a fait pour différentes couleurs. Et voilà, la réaction avait une certaine vitesse quand c'était de la lumière rouge, mais quand c'était de la lumière bleue, la réaction était plus vigoureuse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a éclairé avec de la lumière qu'il ne voyait pas, mais qui se trouvait au-delà du bleu. Et ça marchait bien. Et ça marchait même très bien. Et on a donc ici cette découverte, donc faite en 1801, mais rapportée dans un salmigondi pas possible. Conclusion, personne n'a rien compris. Et c'est après Wollaston qui, 1 an après, a refait la même expérience. Mais Wollaston était beaucoup plus classique comme scientifique. Il a fait son article de découverte de manière beaucoup plus classique. Et là, tout le monde a compris. On s'est dit, ah super, ça va, c'est bon. On a l'autre côté, tout va bien. Tout va bien, sauf que, en gros, tout le monde s'en fout de l'ultraviolet. C'est très rare qu'on fasse des trucs en ultraviolet. C'est bien dommage. On a jusqu'ici un seul satellite qui est ici, qui a fait ce qu'on appelle un survey, donc vraiment un relevé de l'ensemble du ciel en ultraviolet. Il s'appelle TD1. L'expérience ultraviolette est à moitié liégeoise, et l'autre moitié, alors c'est un petit peu compliqué, au départ c'était des Écossais, puis c'était des Anglais. Alors je vous épargne les aléas, mais bon, toujours est-il que voilà, l'autre moitié était britannique. Et c'est encore à ce jour le seul satellite qui a fait ce genre de choses. Ça date des années 70, donc c'est pas récent. Mais bon, pourtant, en ultraviolet, il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, c'est là que vous avez le code barre le plus fort, les raies atomiques les plus fortes, c'est dans l'ultraviolet. Donc la meilleure composition atomique, vous l'aurez dans l'ultraviolet. Et d'autre part, vous allez pouvoir observer des choses comme les étoiles chaudes. Donc les étoiles que j'étudie sont des étoiles chaudes, et elles sont, et c'est pas parce que je les étudie que je dis ça, elles sont extrêmement importantes. Elles dominent un peu la population stellaire, justement à cause de leurs propriétés particulières. Et vous avez ici en rouge l'image visible et en bleu l'image ultraviolette. Vous voyez qu'elles ne sont pas beaucoup, c'est vrai, elles ne sont pas beaucoup, mais c'est elles qui vont forcer toutes les autres à faire ce qu'elles veulent, quelque part. Et puis vous avez ici, alors je ne sais pas s'il veut, voilà, il veut bien le faire, ceci c'est une aurore polaire, mais sur Jupiter, et qu'on repère en ultraviolet très très facilement. Donc, on fait aussi ça pareil pour Mars ou pour Vénus. Il vous faut l'ultraviolet pour étudier les aurores en détail. Donc, on peut faire énormément de choses en ultraviolet, c'est juste que on n'a pas grand-chose comme instrument pour le faire en ce moment, ce qui est bien dommage. On a eu Galex qui a volé il y a quelques années et qui a permis de faire un certain nombre de photos de galaxies et donc d'étudier le ciel lointain. Moi, personnellement, je préfère le ciel plus près, mais bon, enfin voilà, on attend. On est en train de faire pas mal de propositions de missions UV, mais jusqu'ici, il n'y a encore rien qui est passé. Alors, au-delà de l'UV, on peut aller encore plus loin, et là, on arrive dans le domaine des rayons X. Alors, les rayons X ont été découverts par Wilhelm Röntgen, et c'était au départ un physicien pas du tout connu, qui était dans une petite université allemande, et il avait une particularité, c'est qu'il habitait au-dessus de son laboratoire. Et un jour de novembre, en 1895, eh bien, il était en train de faire des petites expériences. Alors, il faisait des expériences de nouveau, des expériences d'étincelles. Mais cette fois-ci, les étincelles se faisaient dans un tube.
voyez, un peu comme les tubes néons. Hein. Voilà, on n'était plus à l'époque de Hertz, hein, c'était quelques années après, donc les étincelles avaient un peu changé, on va dire. Et il faisait donc ces expériences dans son tube, mais alors bon, pour ne pas avoir les yeux qui fatiguent, autour de son tube, contrairement à ce qui est montré ici, il avait mis du carton. Parce que sinon, ça fatigue les yeux, vous imaginez des éclairs tout le temps. Et donc, il était en train de faire ses expériences gentiment, quand soudain, nous étions fin de journée en novembre, ciel un peu sombre, il a vu une lueur sur le côté. Alors cette lueur, il n'était pas le premier à le voir. Les Anglais l'avaient repéré avant, ils avaient vu une lueur quand ils faisaient des expériences, et ils s'étaient dit un spectre. Alors un spectre, pas au sens physique, mais un spectre au sens fantôme. Et il s'était tourné vers le spiritisme, qui était très à la mode à cette époque-là, en Angleterre. William Röntgen est allemand, et donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout simplement craqué une allumette pour savoir d'où ça venait. Et là, il a vu que c'était un écran qui avait été traité pour réagir à l'ultraviolet. Sauf que comme il avait mis un carton autour de son tube, les ultraviolets ne pouvaient pas passer. Ils étaient arrêtés par le carton. Donc il avait quelque chose qui passait, qui illuminait son écran. Alors, des rayons qu'il ne connaissait pas, d'où le nom de rayon X. Alors, pour la petite histoire, en allemand, ça s'appelle des Röntgenstrahlen, donc les rayons de Röntgen. Mais en français, on a gardé le nom que Röntgen leur avait donné, les rayons X. Et donc il a commencé, évidemment, à voir s'il pouvait arrêter ces rayons, puisque le carton ne les arrêtait pas. Donc il a essayé divers brols qu'il y avait sur sa table, hein, ça ne marchait pas, ça passait toujours à travers, puis finalement, au fond d'un tiroir, il a trouvé une pièce en plomb. Il l'a mis et il était tout content parce qu'effectivement le plomb arrêtait. Mais c'est là qu'il a failli avoir une crise cardiaque parce qu'il a vu ses os. Alors on est en 1895, en général quand vous voyez les os de quelqu'un, c'est qu'il est mort, ou quasi. Donc c'est un petit peu, enfin voilà, vous voyez, c'est un petit peu flippant quand même, mais il s'est rendu compte qu'effectivement ça marchait et il a finalement pris une photo de la main de sa femme, vue sur son écran, il l'a envoyée. Ça a été publié tout début janvier 1896. Il l'a envoyé juste après la Noël, hein, donc ça a été très vite. Et il n'a pas fallu une semaine pour qu'on fasse aux États-Unis, pas en Allemagne, aux États-Unis, la première radiographie d'une jambe d'un petit garçon qui venait de se casser en fait la jambe. Et on a utilisé les radios pour remettre en place sa jambe. Donc vous voyez tout de suite, évidemment, l'intérêt, c'est un intérêt médical. On n'a pas fait de l'astronomie, on a fait de la médecine, et ça marchait très bien. Ça marchait très bien, et c'est là qu'on s'est rendu compte, évidemment, que c'était compliqué, les rayons X. C'est pas pour rien qu'on ne fait pas de l'astronomie X tout de suite. Il faut savoir que quand vous avez un télescope, normalement, la lumière, elle va être réfléchie par le télescope, sauf que les rayons X, ils passent à travers, ou ils sont absorbés. Alors la seule façon pour réfléchir vos rayons X, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'incidence rasante. C'est un peu comme quand vous faites des ricochets sur l'eau. Si vous prenez votre caillou, vous le lâchez, bah, pouf, il passe dans l'eau et c'est fini. Tandis que vous prenez le caillou et vous le lancez de manière rasante, il peut rebondir. C'est la même chose avec les rayons X, il faut les utiliser de manière rasante. Mais ça, c'est compliqué à faire. Et d'autre part, évidemment, non seulement c'est compliqué, ça va prendre de la place. Donc vous avez un télescope qui ressemble en taille à un bus. Et d'autre part, si vous avez bien regardé la forme que devaient avoir ces miroirs. Donc il s'agit de choses qui sont mises sur le côté, hein, donc voilà, incidence rasante. Vous faites évidemment une symétrie de révolution, vous avez donc des espèces de tonneaux. Et vous emboîtez les tonneaux les uns dans les autres, et XMM Newton dont je vous parlais, eh bien, il y a 58 tonneaux par miroir. Et il a 3 miroirs comme ça. Ce sont des tonneaux extrêmement fins, hein, 1 à 2 mm d'épaisseur. Donc c'est une technologie qui est compliquée à imaginer, et pire que ça, évidemment, c'est qu'autour de la Terre, il y a des ceintures de radiation. Et que, pas de bol, ce qui peut très bien détecter les rayons X détecte aussi très bien les particules chargées. Donc vous avez 2 solutions, soit vous restez très très près de la Terre, et donc là vous avez des observations extrêmement courtes, parce qu'à chaque fois que vous faites, évidemment, la Terre vous bloque une bonne partie du ciel, c'est embêtant. Ou alors vous allez très loin de la Terre. Et XMM et son acolyte américain Chandra, mais qui fonctionne beaucoup moins bien. Non, c'est pas une blague, hein. J'utilise les deux, je peux vous dire que Chandra, c'est la cata pour le moment, enfin bon. Bref, ont une orbite qui est elliptique.
Il fait 2 jours et il passe quelques heures près de la Terre où vous n'utilisez pas l'instrument, mais le reste du temps, vous pouvez faire des pauses qui sont pratiquement de 2 jours. C'est extrêmement pratique, évidemment. Vous pouvez faire regarder le ciel très très facilement, tandis que si vous restez près de la Terre, typiquement, vous êtes à quelques dizaines de minutes maximum. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans les rayons X ? Dans les ultraviolets, il vous fallait des étoiles qui étaient plus chaudes que, par exemple, le Soleil. Donc on est typiquement 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 degrés, et vous émettez de l'UV. Pour les rayons X, il faut que ça soit vachement plus chaud. Il faut typiquement atteindre au moins le million de degrés. D'accord ? Alors le million de degrés, vous ne le trouvez pas comme ça sous le sabot d'un cheval, il faut vraiment, vraiment avoir quelque chose de très violent pour arriver à émettre ces rayons X. Et donc, il vous faut des événements violents, par exemple, explosion de supernova. Et quand vous avez des explosions de supernova, le gaz chaud va se refroidir très lentement, et donc, au bout d'un certain temps, il va commencer à fuiter dans toute la galaxie. Et c'est ce que vous voyez ici en rouge dans cette image-là. Plus amusant, voici une image d'un amas de galaxies. Donc chaque petit point ici, c'est une galaxie. Ça, c'est en visible. Voici la même image, je n'ai pas triché, en rayon X, même taille, même zone du ciel. Vous remarquez que ce n'est pas exactement la même chose. En fait, à peu près la moitié de la matière ordinaire se trouve à plusieurs millions de degrés. Donc si vous oubliez les rayons X, vous perdez la moitié de la matière normale de l'univers. C'est ce qu'on appelle le problème des baryons cachés. C'est pas la matière cachée, hein, je vous rassure, mais bon voilà, on perd quand même une bonne partie de matière, c'est embêtant. Donc grâce à ça, on peut essayer de comprendre beaucoup mieux le contenu de l'univers. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? Ah ben des trucs un peu sympathiques. Hein. Quand nous avons des étoiles qui vivent en couple, et beaucoup vivent en couple, notamment dans mes étoiles massives, il se peut qu'une des étoiles donne sa matière à l'autre, notamment, surtout si le compagnon est un cadavre d'étoile. C'est ce qu'on appelle des binaires X ou des variables cataclysmiques, selon que le cadavre est un trou noir, une étoile à neutrons ou une naine blanche. Vous allez me dire, ce que je viens de vous montrer, ce n'est pas des vraies images, c'est une animation. C'est vrai. Ça aussi, c'est une illustration, mais ça, c'est une vraie image. Et vous connaissez ces étoiles-là, j'en suis sûre, en tout cas une bonne partie des gens ici, c'est Mira Ceti, Mira de la baleine, où vous avez l'étoile normale et puis vous avez le compagnon compact et on voit très bien la matière qui passe de l'un à l'autre. Après, vous avez les rayons gamma, encore plus énergétiques. Alors, les rayons gamma ont été détectés de manière un petit peu particulière. Il faut que vous compreniez qu'on détecte d'abord en 1895 les rayons X. Du coup, tout le monde devient foufou et commence à faire des petites expériences sur les rayons X, c'est comique, machin, tout ça. Et notamment, il y avait un certain Becquerel qui voulait faire des expériences sur les rayons X du Soleil. Et donc, il avait préparé des plaques et tout. Il était en train de chipoter à tout ça. Pas de bol, nuage, flûte alors. Qu'est-ce qu'il fait ? Il met ses plaques dans son tiroir. Et quand il revient quelques jours plus tard, les plaques sont voilées, ces photos sont voilées. Et il ne sait pas pourquoi, puisque c'était dans le tiroir. Et puis, en fait, il y avait un caillou avec de l'uranium dans le tiroir. Et donc, il s'est dit, il y a un truc bizarre. Et c'est là qu'il découvre la radioactivité. Donc, à cause du fait qu'on a découvert les rayons X, on a découvert la radioactivité. Quand on découvre la radioactivité, on essaie de comprendre de quoi il s'agit. On découvre très vite qu'il y a 2 types de radioactivité, alpha et bêta. Et puis, Paul Villard, en 1900, découvre une 3e sorte de radioactivité, celle qui est des rayons gamma, et ces rayons, donc alpha, bêta, gamma, hein, c'était la 3e sorte, on va très vite se rendre compte qu'il s'agit de lumière. Alors, tout le truc est d'émettre cette lumière. Si vous êtes à 1 milliard de degrés, vous émettrez toujours des rayons X. Vous n'émettrez pas de rayons gamma. Pour émettre des rayons gamma, il vous faut effectivement des processus de radioactivité, de l'annihilation matière-antimatière, bref, il vous faut des trucs encore plus folkloriques que ce que vous avez en rayons X. Vous trouvez ça dans les supernovas. Les supernovas vont générer énormément de nouveaux éléments, et notamment des éléments radioactifs. Alors, vous avez également des éruptions solaires, mais très rares, les plus fortes. Vous avez des binaires X dans des conditions extrêmes, quelques pulsars également, et ce que vous voyez ici à côté, des quasars, quelques quasars qui émettent effectivement en rayons gamma. Bref, il vous faut des trucs qui en envoient, parce que là, il vous faut des événements extrêmement énergétiques. Et dernière chose,
parce qu'à chaque fois qu'on ouvre une fenêtre, on découvre quelque chose de particulier. Ce qu'on a découvert dans la zone gamma, c'est ce qu'on a appelé les sursauts gamma. Alors les sursauts gamma, en fait, à peu près une fois par jour, vous avez le ciel qui devient, enfin, qui est complètement aveuglé, je veux dire, par une source de rayons gamma. Alors, ces sources-là de rayons gamma, on les a découvertes en 67. On les a découvertes en 67 suite à un accord militaire. Alors pourquoi ? Parce que les Américains et les Soviétiques faisaient des essais nucléaires, hein, joyeusement, chacun dans leur coin, et puis ils se mettent d'accord pour arrêter les essais nucléaires. Très bien, évidemment, vous pensez bien que les Américains se disent « Ouh là 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 là, ils ont signé un peu trop vite ». Ça veut dire qu'ils ont une entourloupe. Et à l'époque, les Russes, enfin les Soviétiques, savaient aller sur la face cachée de la Lune. Ce que les Américains ne savaient pas faire. Donc ils se disent, ils vont faire leurs essais nucléaires sur la face cachée de la Lune. S'ils font ça, on ne verra pas l'explosion, évidemment, mais par contre, il y aura un nuage de débris. Et si on envoie des satellites espions qui ont des détecteurs gamma, on pourra détecter ces fameux nuages de débris. Donc, ils lancent une flottille de satellites, les Vela, avec des détecteurs gamma notamment, pour pouvoir capter s'il y a un essai nucléaire soviétique, où que ce soit sur la face cachée de la Lune ou sur Terre. Et un jour de 67, je vais dire, le truc détecte quelque chose. Alors, ils n'ont pas déclenché la Troisième Guerre mondiale tout de suite. Hein. Ils ont d'abord, comme ils avaient plusieurs satellites, fait de la triangulation pour savoir d'où ça venait. C'était pas la Terre, c'était pas la Lune. En gros, c'était pas les Soviétiques, donc tout le monde s'en fout. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend le rapport, on le met dans un tiroir, on ferme le tiroir, et voilà. 5 ans plus tard, il y a un gars qui s'est dit, peut-être que les astronomes seraient intéressés. Il a ressorti le rapport du tiroir, il l'a déclassifié, il l'a donné aux astronomes qui sont devenus tout fous et qui ont, au cours des années 70, commencé à détecter ces sursauts gamma. Et en fait, ils avaient plus de théories pour expliquer les sursauts gamma que de sursauts gamma détectés. Bon, finalement, ils ont fini quand même par atterrir. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une vingtaine d'années qu'on commence à comprendre. Et les dernières preuves sont arrivées avec les détections d'ondes gravitationnelles, parce qu'il y a typiquement 2 types de sursauts gamma, les longs et les courts. Alors, les longs, globalement, ce sont on va dire des supernovas. Hein. Et les courts, c'est la fusion de 2 étoiles à neutrons. Donc, évidemment, on avait compris ça, mais véritablement, la trace du deuxième phénomène, on l'a grâce aux détections d'ondes gravitationnelles. Donc voilà, maintenant c'est réglé, mais il a quand même fallu plus de 50 ans pour comprendre ces objets, ça a été très compliqué. Alors je vais terminer en vous donnant quelques objets, en vous montrant à quoi ils ressemblent à travers les différentes longueurs d'onde, puisque jusqu'ici je vous ai parlé des différents domaines séparément, là je vais vous les remettre ensemble. Je vais commencer avec le Soleil. Alors j'ai pris le Soleil avec quelques petites taches, hein, parce que c'était plus facile. Donc voilà, je vous le remets là, vous avez le Soleil, regardez bien où sont les taches. Et voilà le Soleil en radio, en infrarouge, en UV et en rayon X. Alors, le plus facile, c'est l'infrarouge. L'infrarouge et la zone visible, c'est la même chose. S'il y a des zones noires, des taches noires, c'est tout simplement parce que ces zones-là sont plus froides que le reste de la surface solaire. Bon, alors plus froide, la surface solaire est à peu près 5500 degrés. Pour les taches, on peut descendre à 3000, ce qui, néanmoins, reste quand même assez chaud. Hein. Alors, pourquoi ces zones-là sont froides ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un champ magnétique extrêmement fort qui empêche finalement le flux de chaleur d'arriver jusqu'à la surface. Mais si vous avez des champs magnétiques, vous pouvez accélérer des particules et donc vous allez avoir du rayonnement radio assez fort. Et d'autre part, puisque vous chauffez la matière, en l'accélérant, vous aurez du rayonnement ultraviolet et du rayonnement X. Remarquez que la surface du Soleil est noire en rayon X. Ce qui est tout à fait normal. Je vous ai dit qu'il fallait des millions de degrés pour émettre des rayons X. La surface du Soleil étant 5500, elle n'est pas assez chaude. Donc le Soleil est noir, en fait, en rayons X. La Lune.
inoffensif, vous allez me dire, hein, la Lune. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Alors la Lune, si nous la voyons, c'est la lumière évidemment réfléchie du Soleil, et il y a des zones qui réfléchissent mieux que d'autres, c'est pour ça qu'il y a des zones qui sont plus claires que d'autres. En infrarouge proche et en UV, c'est exactement le même phénomène. En rayon X et en rayon gamma, alors je m'excuse, mais il n'y a pas de télescope en rayon gamma. On a fait du mieux qu'on pouvait, hein, et l'image ici, sa taille, c'est 40 fois la taille de toutes les autres. D'accord ? Donc en gros, on a un point, et on est content. Je suis désolé, les images sont pourries, c'est comme ça. Bon. Mais toujours est-il qu'en rayon gamma, en rayon X, c'est effectivement de la lumière solaire gamma ou X qui est absorbée par la surface, par le sol lunaire, et réémise sous forme de fluorescence, en fait. Donc c'est un peu la même chose, sauf que la réflexion est un petit peu plus compliquée. D'accord ? Mais c'est la même idée. Reste l'infrarouge moyen et le radio. Alors ça, en fait, ce sont des données qui ont permis de savoir qu'il y avait de la poussière à la surface de la Lune avant qu'on y mette le pied. Donc les astronomes le savaient. Alors toute la question était l'épaisseur de la couche de poussière. Hein. Pour ceux qui connaissent Barjavel, colon de la Lune, c'est justement toute la question, hein, sur l'épaisseur de la couche. Mais en tout cas, on savait qu'il y avait une couche de poussière. Et comment est-ce qu'on le savait ? Parce que, évidemment, en infrarouge moyen et en radio, vous allez voir le véritable rayonnement de la Lune. La Lune n'est pas au zéro absolu. Elle émet donc son propre rayonnement en infrarouge moyen et en radio. Ce que vous voyez en infrarouge moyen, c'est la surface, et à la surface, il y a des zones qui chauffent un peu plus vite. Par exemple, ici, Tycho. C'est un cratère relativement récent, donc il y a très peu de poussière, et à cet endroit-là, ça chauffe assez vite. Ici, on est sur une pleine lune, donc on a une zone qui est bien chaude à ce moment-là, et puis des zones qui sont plus froides, parce que justement, la couche de poussière sert un peu d'isolant. Le radio a beaucoup moins de variations. Pourquoi ? Parce que là, vous ne voyez pas la surface, vous voyez quelques mètres en dessous. Et donc, bon, là, forcément, il y a moins de cailloux et de brôles dans le chemin, quoi. Alors, résidus de supernova, Cas-E, donc Cassiopée A, Cassiopée parce que c'est la constellation, et A parce que c'est le premier objet radio trouvé dans ce domaine-là. Je vous rassure, en général, on va à A, B, et à partir de C, ils se sont dit « Ouloulou, il va y en avoir trop, il faut qu'on change notre façon de nommer les trucs ». Mais bon, voilà, donc Cas-E en radio, en rayon X, vous avez ici le cadavre qui a fait tout ça. Vous l'avez en infrarouge, dans ces trois domaines-là, c'est l'objet le plus brillant du ciel. Après le Soleil, bien sûr. Et puis, comment dire ? Dans la zone visible, là c'est une pause très longue et on a vaguement quelques petits filaments. En fait, c'est un résidu de supernova qui normalement a explosé aux alentours du XVIIe siècle et qu'on n'a jamais vu exploser. Et personne ne se l'explique. Mais par contre, en rayon X, en infrarouge, en radio, c'est la star, quoi, hein. On fait plein de choses avec Cas-E parce qu'il y a plein de détails. Mais dans le domaine visible, on ne voit rien grand-chose. Alors, galaxie d'Andromède, hein, la grande galaxie la plus proche de nous, qui finalement quelque part nous ressemble un peu, hein, galaxie spirale. Alors, ce que ne nous dit pas l'image visible, c'est que Andromède a connu fait des rencontres avec des galaxies qui sont pas très loin, et ça a excité en fait une zone de formation d'étoiles tout autour. Donc c'est un cercle autour du cœur de la galaxie. Donc vous avez des étoiles qui sont nées. Quand elles naissent, il y a beaucoup d'étoiles massives, donc on les voit très bien en ultraviolet. Alors forcément, si elles sont là, elles sont très chaudes, ces étoiles massives, elles vont chauffer la poussière que l'on voit cette fois-ci en infrarouge et en radio. Et en rayon X, l'anneau a disparu. Bah ouais. Je vous rappelle qu'en UV, ce sont des étoiles jeunes, et en rayon X, ce sont les cadavres. Les jeunes et les cadavres ne sont pas au même endroit. Donc c'est normal. On peut voir des populations différentes en regardant des couleurs différentes. Autre type de galaxie, Cen-E, donc dans le Centaure. Il s'agit en fait de deux galaxies qui se sont rentrées dedans. Vous avez une galaxie spirale que vous voyez par la tranche et une galaxie qui est beaucoup plus sphérique, donc, qui se rentre dedans. Comme elles se sont rentrées dedans, à l'endroit, je vais dire, de la collision, vous avez formation d'étoiles. Et donc forcément, formation d'étoiles
Vous les voyez ici, les étoiles jeunes, en ultraviolet. Elles ont chauffé la poussière que vous voyez en infrarouge moyen. Alors, en radio, en rayon X et en gamma, si les images étaient moins pourries, vous verriez, en fait, c'est la même orientation, hein, soyons clairs. Ce qui se passe, c'est qu'au centre, vous avez un trou noir supermassif qui était tranquille, et puis qui a vu arriver, grâce à la collision, plein de matière. Il était tout content, il a ramassé tout ça, et les trous noirs sont extrêmement gourmands. Ils attirent énormément de matière, mais ils ne savent pas tout absorber. Et donc, généralement, quand il y a trop de matière, ils les éjectent. Et ils les éjectent, donc la matière va venir dans le plan galactique, ici. Et dans le plan galactique, la matière arrive, donc il ne sait pas la rejeter. Donc, la seule façon de rejeter, c'est perpendiculairement. Et c'est pour ça que vous voyez les jets ici, perpendiculaires à la galaxie. Et puis le ciel dans son ensemble, ça vous connaissez, hein, alors c'est tout le ciel. Hein, vous imaginez le ciel comme une grande orange, vous pelez l'orange, vous l'aplatissez bien en faisant une belle ellipse. Bon courage, hein, vous essaierez la prochaine fois que vous pelez une orange de me faire ça. Exercice pratique. Vous avez ici les nuages de Magellan, là-bas vous avez Orion, et la Grande Ourse est ici au-dessus. Ça va? Vous vous y retrouvez? C'est bon? Allons-y. Onde radio. Onde radio, nous avons ici du rayonnement synchrotron, le même que celui qu'a détecté Jansky. Donc ce que vous voyez, c'est le rayonnement émis par des particules chargées qui se baladent dans le champ électrique et magnétique du milieu interstellaire. Remarquez cette plume, on en reparlera dans pas si longtemps que ça. Nous avons ici les micro-ondes. Alors je vous avoue, j'ai triché. Quand je vous ai montré l'image du fond cosmologique, c'est pas l'image brute. L'image brute, c'est ça. Il y a un petit reste du plan de la galaxie. Vous avez une différence nord-sud qui correspond en fait quelque part à tous les mouvements. Hein. La Terre n'est pas immobile, donc vous avez un effet Doppler. La Terre n'est pas immobile, le Soleil et le système solaire n'est pas immobile non plus dans la galaxie. Donc tout ça se combine pour faire effectivement cette différence nord-sud. Si vous retirez le petit reste de galaxie et la différence Doppler, vous avez les grumeaux que je vous ai montrés tout à l'heure. Infrarouge lointain. Infrarouge lointain, on voit de la poussière qui est à quelques dizaines, voire 100, 200 degrés au-dessus du zéro absolu. Donc vous avez évidemment beaucoup de poussière, forcément dans le plan de notre galaxie. Hein. Vous remarquerez les nuages de Magellan et Orion, hein, il y a pas mal de choses qui s'y passent. Vous remarquerez également ceci. Alors ça, c'est un autre plan, c'est le plan de notre système solaire. Dans notre système solaire, il y a aussi de la poussière. Les comètes éjectent pas mal de poussière. Il y a des petites poussières qui sont là depuis le début du système solaire. Ces poussières-là ne sont pas au zéro absolu. Elles sont chauffées par le Soleil et donc on peut les voir aussi. Infrarouge proche, c'est comme le visible, sauf que c'est facile. On voit, c'est transparent, donc on peut voir le centre de notre galaxie. Je saute au-dessus du visible et je saute l'ultraviolet parce que l'ultraviolet, je vous ai dit, on n'a pas d'image complète, hein, on a fait des spectres avec notre brave TD1 là dans les années 70. Et j'arrive donc dans les rayons X. Rayon X, l'image ici vient de Rosat, date des années 90. Vous avez donc un ciel X qui est un ciel brillant. Pourquoi le ciel est-il brillant? Parce que le système solaire est né dans une bulle. La bulle d'un résidu de supernova. Et donc on est entouré de gaz à plusieurs millions de degrés comme ça. Ça va, hein, on n'a pas l'air, hein, mais si, il y a du gaz à plusieurs millions de degrés autour de nous. Et puis vous retrouvez cette plume. Alors il y a deux explications pour cette plume. En fait, soit il s'agit d'un résidu de supernova entre le centre galactique et nous, et vous voyez le bord de la bulle, le bord de l'explosion. Ou alors c'est plus proche du centre galactique et c'est une bulle soufflée par le centre galactique. Voilà, il y a un peu les deux. La supernova proche est actuellement légèrement en faveur, mais bon, voilà, ça change parfois. Rayon gamma. Rayon gamma, radioactivité. Vous avez ici une carte de la désintégration d'aluminium 26. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est pour savoir évidemment d'où viennent les éléments et de pouvoir comprendre, par exemple, les étoiles massives vont former ce genre d'éléments effectivement quand elles meurent en supernova, mais également pendant leur vie, elles vont l'éliminer parce qu'elles perdent leur matière suivant un vent. C'est plus que le vent solaire, hein, c'est un vent stellaire. Et donc la question, c'est d'où viennent les éléments, principalement du vent ou principalement des supernovas. Et donc ici, avec ce genre de carte radioactive, vous pouvez essayer de quantifier ce genre de choses. Et je vais terminer par un petit essai sur Terre.
En 1950, c'est important, vous verrez, l'année a son importance. Nous avons donc monsieur, madame le chien, qui fait quelque chose, il y a un seau à champagne, et si monsieur ne regardait pas sa montre, mais regardait dehors, il verrait que le taxi qu'il attend se trouve juste là. Ça va? Vous avez bien la scène en tête? Ok, on va commencer par les ondes radio. Alors les ondes radio, déjà à l'époque, en 1950, il y avait des postes de TSF, vous pouviez écouter la radio, et vous pouvez écouter la radio à l'intérieur des maisons. On est bien d'accord. Donc les ondes radio rentrent dans les maisons. Alors bon, simplement, leur longueur d'onde est grande. Ce qui veut dire que c'est un peu comme peindre des nymphéas de Monet, mais avec un pinceau qui fait 1 mètre de diamètre. Vous n'aurez pas des masses de détails. Okay, ben c'est pareil ici, vous voyez, vous avez un grand enveloppe. Alors aujourd'hui, ça serait pire, parce que vous avez évidemment la 4G, la 5G, vous avez le Wi-Fi, vous avez les radios, vous avez plein de trucs, donc ça serait pire, il y aurait plus de blops. Alors je passe sur le 21 cm, j'arrive dans les micro-ondes et encore plus évidemment dans l'infrarouge lointain. Là, on commence à avoir le rayonnement thermique. Donc le seau à champagne est froid. Le feu est chaud, le côté de monsieur du côté du feu est plus chaud que le côté de monsieur du côté du seau à champagne, et les pieds de madame sont froids aussi. L'infrarouge proche ressemble très fort à l'infrarouge, au visible, simplement quelques petites choses changent. Par exemple, les feuilles des plantes vont se comporter un peu comme des miroirs en fait. Mais sinon, globalement, ça ressemble très fort. Passons au visible, et c'est ici qu'on va rigoler, on va passer sur la partie haute énergie. Qu'est-ce qui émet de l'ultraviolet dans la scène, à votre avis? Les néons, les fameux tubes néons. Généralement, à cette époque-là, l'éclairage public, c'était des tubes au mercure. Et le mercure a une magnifique raie en ultraviolet. Donc si vous vouliez bronzer, vous sortiez la nuit sous votre lampadaire et vous pouviez bronzer. C'était pas super top, soyons clairs. Donc il est clair qu'après, si vous avez encore des tubes néons chez vous, ne vous inquiétez pas, on a modifié un peu la composition, on a mis un dépôt à l'intérieur du tube néon pour convertir la lumière ultraviolette en lumière visible et pour éviter ce genre de choses, parce que c'était quand même un petit peu embêtant. Remarquez que dans la scène, il y a 2 lampadaires, mais que vous n'en voyez qu'un ici. Pourquoi? Parce que l'autre se trouve derrière du verre. Le verre arrête l'ultraviolet. Quand vous êtes dans votre voiture, s'il y a du soleil, vous allez avoir chaud, certes, mais vous n'allez pas bronzer. Okay, donc le verre arrête. Bon, rayon X. Qu'est-ce qui émet des rayons X? 1950, c'est important. Les tubes cathodiques émettaient des rayons X. Vous pouviez donc faire une radiographie gratuite en regardant la télé. On s'est là aussi rendu compte très vite que c'était pas peut-être super bon. Et donc, si vous avez toujours une télé cathodique, ne vous inquiétez pas. Celle qui ne date pas des années 50 n'ont plus ce problème. Et donc aujourd'hui, en plus avec les écrans plats, il n'y a pas. Donc voilà. Mais en 1950, c'était pas génial au niveau de l'exposition aux rayons X. Il reste donc les rayons gamma. Vous avez une idée pour les rayons gamma? Oui. La montre, effectivement, la montre et l'horloge. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, à l'époque, il y avait un tout nouveau gadget qui venait de sortir. C'était les montres et les horloges avec les aiguilles qui brillent dans le noir. Ah, ça marchait bien. Elles brillaient vachement bien. Elles brillaient très bien parce qu'on mettait des sels d'uranium dessus. Donc, évidemment, vous preniez une petite douche de rayons gamma quand vous consultiez votre montre. De nouveau, on s'est dit que c'était peut-être pas top. Et si aujourd'hui vous avez ce genre de choses, ce sont des matières fluorescentes, ça marche beaucoup moins bien. Il faut évidemment l'éclairer à la lumière et ça va tenir quelques heures. Au petit matin, ça ne marche plus. Mais enfin bon, au moins vous ne prenez pas de douche de rayons gamma. On ne peut pas tout avoir. Voilà. Si vous passez au rayon gamma de très très haute énergie, là vous n'avez plus rien qui l'émet sur Terre, et même dans l'univers c'est très très rare. En fait, ce qu'on appelle l'astronomie TeV, donc vraiment des très très hautes énergies, eh bien typiquement les sources les plus brillantes vont émettre un photon qui sera récolté sur Terre par mètre carré d'atmosphère et par mois.
Ça va? On fait des images en TeV. Pas seulement pour ces sources brillantes, mais pour d'autres aussi. Pourquoi? Parce qu'on regarde évidemment une grande zone de l'atmosphère, pas juste 1 mètre carré, hein, on fait plus, et on regarde pendant longtemps, plus qu'1 mois, et donc à ce moment-là, on arrive quand même à faire des images. Mais c'est très très compliqué. Soyons clairs, c'est une astronomie qui reste extrêmement compliquée à faire. Je terminerai quand même en vous disant que la lumière c'est bien, la lumière c'est ce qu'on utilise le plus, mais que évidemment il existe 2 nouvelles astronomies qui sont au-delà de la lumière. Vous avez évidemment l'astronomie des neutrinos qui utilise donc ces particules et l'astronomie des ondes gravitationnelles qui elle utilise non pas de la lumière mais bien sûr des frémissements, hein, de l'espace-temps. Donc ce sont 2 autres techniques qui sont en train de monter en puissance tout doucement et qui, évidemment, vont également nous donner leur lot de surprises. Il est clair que à chaque fois qu'on a ouvert une nouvelle fenêtre sur l'univers, on a découvert de nouvelles choses. Et donc, ce sera certainement aussi le cas avec ces nouvelles astronomies. Voilà. Merci pour votre attention. Voilà. Si vous avez des questions. Oui. Est-ce qu'il y a un champ de recherche sur les vides cosmiques avec certaines longueurs d'onde? Alors la question ici c'est les vides cosmiques, est-ce qu'on les étudie et si oui comment? Alors les vides cosmiques, donc si on regarde l'organisation de la matière, on se rend compte qu'effectivement la matière se place souvent selon des filaments et parfois il y a des trous. Donc là en fait ce qu'il vous faut c'est faire un recensement des galaxies. Et donc si vous regardez des galaxies qui sont lointaines, leur lumière va être décalée vers le rouge. Et donc généralement ce sont des galaxies comme des quasars par exemple qui vont émettre pas mal d'ultraviolet. Mais c'est étiré et ça passe en infrarouge. Et donc il vaut mieux dans ce cas-là utiliser le visible et l'infrarouge. Donc les expériences comme 2DF, 6DF, etc. Vont travailler en visible et en infrarouge. C'est le mieux parce que voilà, c'est pour avoir la structure et surtout si vous voulez aller loin dans l'univers, il va falloir tenir compte du décalage. Même si au départ, c'est en UV que ça émet. Ouais. Vous avez dit qu'il y avait des tas de choses à voir. Vous avez indiqué qu'il y avait un certain nombre de choses intéressantes à voir en ultraviolet. Oui. Et alors, je ne comprends pas comment ça se fait qu'on ait envoyé si peu de satellites au niveau recherche, alors qu'il y a, semble-t-il, des... Voilà. Alors, on parle dans notre domaine de la malédiction IUE. IUE était un merveilleux petit télescope, assez petit, hein, je crois que c'était 40 ou 60 cm, enfin c'est vraiment pas très grand. Mais IUE, il était increvable. Il a tenu 18 ans et encore, ils ont décidé de l'arrêter parce qu'ils en avaient marre. Alors, il faut savoir que les agences spatiales, elles aiment bien quand il y a des nouveaux satellites. Pourquoi? Parce que les nouveaux satellites, globalement, vous payez l'industrie, donc c'est quelque part, ce sont donc les États donnent des contributions à l'Agence spatiale européenne ou à la NASA, hein, enfin voilà, les côtés américains. Et puis ces agences spatiales vont utiliser cet argent pour payer les entreprises pour construire le truc. Donc vous avez un système de subvention quelque part. Donc tant que ça profite à l'industrie, ça marche très bien. Bon, évidemment, une fois que le satellite est en l'air et que ça fait de la science pour les astronomes, ça intéresse beaucoup moins de monde, ça rapporte moins, donc globalement, c'est généralement mal vu quand une mission dure longtemps. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et donc c'est très compliqué de maintenir une mission en vie. Très très compliqué. Et donc IUE a tenu 18 ans, et beaucoup d'agences ont dit on ne veut plus un truc pareil. Alors que nous, on utilise encore les données d'IUE, parce que c'est extraordinaire, quoi. Et on a vraiment besoin de ce genre de truc. Mais voilà, depuis, on a une espèce de malédiction. Déjà au départ, c'était pas le truc qui était le plus utilisé. Et alors, vous avez aussi l'évolution des domaines. On a beaucoup de... Je veux dire, les domaines les plus courus aujourd'hui, les plus à la mode, sont les exoplanètes et les confins de l'univers. Alors, comme je viens de le dire, les confins de l'univers, effectivement, ces objets-là émettent en UV, mais ils sont tellement loin qu'ils passent en infrarouge. Les exoplanètes, les planètes, si vous voulez les étudier, si vous voulez étudier les atmosphères, c'est en infrarouge. Donc le hype, il est pour le moment sur l'infrarouge.
Et donc l'UV pour les étoiles, par exemple, on pourrait faire plein de choses pour les étoiles. Les étoiles ne sont pas à la mode, donc c'est compliqué. Donc voilà, vous avez quelques satellites planétaires, quelques sondes planétaires qui ont des instruments UV. Hein, je pense à Maven par exemple pour les aurores sur Mars. Mais il n'y a pas grand-chose. En fait, comme instrument qu'on peut encore bien utiliser pour le moment, vous avez 2 télescopes imageurs, l'un qui se trouve sur Swift et l'autre qui se trouve sur XMM, qui sont en fait des petits télescopes de support au télescope principal qui est en rayon X, donc télescope imageur, mais pour des objets très faibles, donc moi pour mes étoiles je ne peux pas l'utiliser. Et d'autre part, vous avez le télescope spatial Hubble, qui commence quand même à vieillir, hein, et il vous reste STIS, qui est un instrument génial, mais qui est très demandé. C'est très très compliqué d'avoir du temps sur STIS. Donc voilà, forcément tout le monde veut l'avoir parce que c'est le seul qui reste. Donc il y a beaucoup de projets en ce moment pour essayer d'envoyer. Donc on a plusieurs projets de télescopes spatiaux ultraviolets. Les agences spatiales commencent à le comprendre et donc pour le moment il y a eu tellement de demandes, tellement de projets UV qui ont été proposés ces derniers temps que maintenant ils commencent tout doucement à se dire qu'il faudrait quand même le faire. Et donc on espère effectivement en avoir un, disons, dans les 15-20 ans à venir. Oui, en astronomie, on travaille à long terme, d'accord. Là, nous, on est en train de travailler, par exemple, sur un télescope X qui, si tout va bien, sera envoyé en 2037. Mon époux m'a dit, c'est bien, c'est quand je prendrai ma retraite. Oui, chez nous, la retraite est à 67 ans, donc voilà. Donc, il a dit, voilà, c'est bien, je suis en train de travailler, pas pour moi. Mais voilà, c'est comme ça. Donc en UV, bon, si on a une mission relativement petite, fin des années 20 peut-être, mais les grosses missions, ça sera pour les années 30, pas avant. Voilà. C'est un progrès, hein, c'est un progrès. Une autre question ? Oui. Si les étoiles ne sont pas à la mode, quelque chose qui l'est beaucoup plus, c'est la matière noire. Tout le monde s'interroge un peu. Et est-ce que les technologies dans l'ensemble liées à l'exploitation de la lumière se penchent sur cette problématique de la lumière noire? Comment est-ce que c'est utilisé? Alors, la matière noire, donc la question sur à quel point quelle longueur d'onde peut aider à la détection de la matière noire. Alors, on ne va pas détecter la matière noire elle-même, parce que ça, évidemment, ce sont des expériences de particules plutôt qui vont se pencher là-dessus. On va essayer de détecter ses effets. Alors là, par contre, il y a un certain nombre de projets qui le font. Je pense à Euclide, par exemple. Donc là, vous êtes plutôt dans étudier la forme des galaxies. Donc typiquement, bon, vous pouvez le faire en UV, en visible, en infrarouge. Ou alors, vous avez, dans le cas des collisions d'amas, donc souvenez-vous, les amas de galaxies, où les galaxies de manière générale sont entourées d'un halo de matière très chaude. Et lorsque vous faites des collisions entre amas de galaxies ou entre galaxies, vous risquez d'avoir des trucs qui se passent au niveau de ce halo chaud, qui sont différents de ce qui se passe sur la galaxie elle-même, qui est beaucoup plus petite. Et donc les modèles de matière sombre prédisent des trucs particuliers, ceux en matière sombre prédisent d'autres trucs, et donc on regarde la forme que prend ce gaz chaud avec les télescopes en rayon X. Donc oui, c'est couvert, mais forcément pas directement, parce que là, les recherches directes, il s'agit de travailler sur des particules. Donc là, c'est plutôt le domaine de la physique des particules. Mais de manière indirecte, oui, ce problème est tenu en compte et peut se faire à travers plusieurs longueurs d'onde. Moi, j'ai un collègue je crois qu'il les a pas encore, mais il va les avoir, des données James Webb pour étudier des lentilles gravitationnelles pour reconstruire justement la distribution de matière sombre dans les galaxies. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent se faire en infrarouge, en visible, en rayon X, en UV. Ça couvre une gamme assez large. Bon, si vous n'avez plus de questions. Autre question ? Sinon, moi, je vais en poser une. C'est sur le James Webb Telescope. Mm-hmm. Donc, il voit en infrarouge. Infrarouge, oui. Et donc, le programme d'observation, c'est
Vous pouvez Alors les programmes d'observation, un peu les flagships, donc les trucs qui sont les plus mis en avant, ce sont les confins de l'univers. De nouveau, toujours la même raison, l'expansion de l'univers, on se retrouve dans l'infrarouge. Donc les confins de l'univers, voir les premières étoiles, la première génération d'étoiles, parce qu'avec Hubble, on est juste pas assez sensible pour les voir, on est juste après. Et d'autre part, les atmosphères d'exoplanètes. Donc ce sont les deux trucs principaux qui sont mis en avant, mais on fera d'autres choses avec le James Webb. Mais voilà, c'est les deux gros trucs. On est en infrarouge moyen. On n'est pas comme Herschel en infrarouge lointain, parce que là, dans ce cas-là, il faudrait refroidir le télescope encore plus. Et là, dans ce cas-là, il faut être cryogénique. Et c'est beaucoup plus compliqué. Et donc là, ils ont choisi une gamme qui demande du refroidissement, mais qui est encore faisable sans envoyer un réservoir d'hélium liquide, quoi. Et c'est pas de l'infrarouge trop proche non plus. Enfin, il y a un petit peu, mais c'est pas le principal. Donc on est plutôt dans la gamme infrarouge moyen. D'accord. Merci. D'autres questions? Oui. La 9e planète, Ouais. déjà vous allez retrouver les froideurs des couleurs ou uniquement par... En infrarouge. Les recherches se font principalement en infrarouge et pour essayer de trouver des trucs relativement froids. Et de chercher, il y a beaucoup de recherches. On a utilisé WISE par exemple pour essayer de voir s'il y avait des objets transneptuniens qu'on trouvait comme ça. WISE n'a rien à trouver. Et les dernières recherches sur les transneptuniens, vous vous souvenez qu'en fait on a postulé cette planète parce qu'il y avait certaines orbites qui étaient particulières. Sauf que plus on a de Neptuniens, plus on se rend compte qu'en fait, finalement, on avait juste tapé les quelques transneptuniens qui avaient ce même genre d'orbite, et que finalement, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'avoir cette planète supplémentaire assez éloignée. Donc, le balancier est en train de revenir sur cette idée de planète supplémentaire, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais en tout cas que les preuves qu'on avait jusqu'ici sont en train de s'étioler. Voilà, et donc, mais ils cherchent, et effectivement, là, ils travaillent plus en infrarouge relativement proche. Quelle est pour vous la grande découverte qui manque et qui tournerait autour justement de l'ultraviolet mais super développé? Peut-être quelque chose que vous avez... Il y a plein de choses. Dans notre domaine, il y en a plein. On chipote beaucoup sur les vents des étoiles massives. On a beaucoup de problèmes avec ces vents d'étoiles massives parce qu'elles perdent des quantités de matière phénoménales. Elles perdent 1 millionième, typiquement, 1 millionième de la masse solaire par an. Et elles vivent plusieurs millions d'années. D'accord ? Donc ça vous donne un peu une idée. Voilà. Non, pas milliards, millions. Pour celle-là. Donc on est dans des pertes de masse qui sont typiquement... Donc on est à 10-6, le Soleil est à 10-14. Donc vous avez 10-8 entre les deux. Donc 100 millions de fois plus de matière perdue par ces étoiles-là que le Soleil. Alors c'est quelque chose qui a beaucoup de conséquences sur l'environnement de ces étoiles-là. Et ce phénomène est encore assez mal connu. On a beaucoup de problèmes pour contraindre la quantité de matière perdue. Or, l'ultraviolet est un domaine où on voit très bien cette perte de masse. Et donc là, on a beaucoup de mal, évidemment, pour le moment, à savoir exactement combien de masse est perdue, comment, etc. Surtout qu'on se rend compte de plus en plus qu'il y a de la structure, à petite échelle ou à grande échelle. Et donc, on a tout un jeu sur cet ultraviolet, sur la perte de masse. Sinon, dans le genre, pour vous montrer que les étoiles, il y a plein de trucs qui ne sont pas encore connus. Moi, je travaille beaucoup en ce moment sur une étoile qui s'appelle Gamma Cass. Donc, vous connaissez la constellation de Cassiopée. Le milieu du W, c'est Gamma Cass. C'est une étoile de type BE, donc une étoile qui a un disque autour et qui a, en rayon X, c'est très particulière. Elle a de la matière qui est à 100 millions de degrés. Et on ne sait pas d'où ça vient. Sur la surface 100 millions. Pas sur la surface. Non. Toute la question, c'est de savoir où elle est. Et comment on arrive à ces températures-là. Quelques millions, c'est normal. Pour une étoile de ce type-là, quelques millions, c'est normal. 100 millions, c'est pas normal. Donc on cherche. Et c'est une étoile qu'on peut voir avec nos yeux. Une étoile qu'on connaît depuis des années. Une étoile sur laquelle... on sait ça depuis les années 70. On travaille beaucoup sur ce type d'objet depuis quelques années, moins de 10 ans. On ne sait toujours pas. Je viens d'avoir des observations avec XMM, un projet approuvé qui, j'espère, va résoudre le problème. Et l'année prochaine, il y aura un satellite X qui va partir, un satellite japonais, qui, j'espère, pourra
donner des informations encore plus précises, mais bon, voilà, j'attends. Effectivement, avoir de l'UV, ça serait un bon complément. Parce que l'UV est juste entre la gamme visible et la gamme X, et donc on sait déjà qu'il y a des trucs ultraviolets pas normaux sur cette étoile-là, mais on a très peu de données jusqu'ici, et donc on en voudrait un petit peu plus. Voilà. L'UV, par exemple, vous permettrait aussi dans les étoiles massives, j'ai parlé de cannibalisme, ça peut se produire pas seulement avec les cadavres, ça peut se produire avec des étoiles au cours de leur évolution. Et si ça se produit, l'objet qui reste est un objet qui est très très difficile à trouver parce qu'il est très chaud, mais très très petit, donc il émet très peu. Et le seul domaine où vous allez pouvoir le voir, c'est en UV. C'est aussi un domaine un peu chaud en ce moment dans les étoiles massives. Voilà, merci Yael pour cette conférence et puis pour ces réponses aux questions. À l'attention du public, donc vous allez pouvoir retrouver Yael Nézet à la sortie, ainsi que les membres de notre association. Voilà, il y a des livres qui ont été écrits par Yael. Si vous voulez en acquérir, donc c'est possible de le faire juste à la sortie. Probablement, nous ferons une autre conférence de ce type-là à la fin de l'année 2023. Ça reste à confirmer, mais on essaiera très certainement d'en organiser une. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous avez appris plein de choses. Et donc, à bientôt.